Mon intervention de ce soir est aussi d'expliquer qu'il y a certes donc les juridictions pénales internationales, mais par exemple, la Cour pénale internationale, dans son statut créateur, prévoit que la justice est également de la compétence des États, donc des juridictions nationales. C'est le principe sain d'ailleurs de complémentarité des juridictions. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, quand il y a des crimes internationaux, les juridictions, le niveau de juridiction qui est le premier compétent, ce sont les juridictions nationales. Et ensuite intervient par complémentarité la Cour pénale internationale. Donc concrètement, par exemple, on va prendre l'exemple de la France. Il appartient donc aux États d'adapter leur législation interne pour permettre aux juridictions nationales de poursuivre les crimes internationaux. Alors en France, c'est à partir de 2002 qu'il y a eu un projet de loi portant adaptation des juridictions nationales au statut de la Cour pénale internationale qui a permis aux juridictions françaises d'être compétentes pour les crimes internationaux. Mais si c'est une avancée, celle-ci, elle est fortement critiquée et en tout cas, elle a des zones qui sont insatisfaisantes et pour lesquelles les organisations internationales comme Amnesty International ou plus largement d'ailleurs la Coalition française pour la Cour pénale internationale qui réunit toutes les ONG qui promeuvent les droits de l'homme se mobilisent pour faire en sorte que cette loi soit améliorée. Parce qu'en réalité, cette loi, elle instaure, on va dire, 4 verrous pour la poursuite des crimes internationaux. Le premier verrou, c'est on exige, pour que les juridictions françaises soient compétentes, que le présumé donc, responsable ait sa résidence habituelle en France. Donc avoir l'exigence de la résidence habituelle en France, c'est un critère qui est vraiment très strict, parce que par exemple pour les crimes de torture, on exige simplement que le suspect soit sur le lieu, se trouve sur le territoire pour que la juridiction puisse être compétente. Alors que là, quand on exige la résidence habituelle, c'est vraiment une domiciliation spécifique. Donc entre nous, quel présumé génocidaire va se dire bon bah je vais habiter en France parce que c'est un pays qui m'intéresse, il y a la plus belle ville du monde, sous le risque qu'il puisse être donc poursuivi. Donc autant dire que c'est quasiment une disposition qui va à contresens du principe même de la compétence universelle. Le principe de double incrimination, c'est qu'on exige que le crime soit à la fois poursuivable en France, on a notre cas d'espèce, c'est la France, et en même temps dans l'État dans lequel le crime a été commis. Or là encore, c'est une condition qui apparaît finalement assez restrictive, parce que dans la plupart des pays où les crimes ont été commis, par définition, il n'y a plus tellement d'état de droit. C'est un pays qui est en conflit, qui est complètement déboussolé, qui n'a plus forcément de repères administratifs, de juridictions capables de mettre en place des poursuites. Donc c'est un critère véritablement restrictif. Et enfin, donc, le principe de complémentarité inversée, c'est un principe qui est totalement novateur, qui n'existe absolument nulle part, en ce sens que c'est sous l'impulsion du gouvernement, c'était à l'époque la garde des Sceaux Rachida Dati, qui a créé donc ce principe qui n'existe pas auprès du statut de Rome, qui est de dire que c'est la Cour pénale internationale qui doit être compétente en premier lieu et qui doit décliner sa compétence. Or, vous comprenez bien que c'est une restriction assez grande, puisque le statut de Rome lui-même ne prévoit pas cette procédure. Donc du coup, il y a une espèce de zone de non-droit, dans le sens où il n'y a pas possibilité de mettre en place cette procédure. La CPI ne pourra jamais se déclarer incompétente. Parce que par définition, ce sont d'abord les juridictions nationales qui doivent être compétentes. Et enfin, le quatrième verrou,
qui est donc l'un des plus controversés et où je pense que vous allez réagir au moment du débat, c'est de garder le principe du monopole des poursuites par le parquet. Or, vous savez qu'en France, dans notre législation, on a cette spécificité de la constitution de partie civile. C'est-à-dire que le procureur, s'il décide de ne pas poursuivre, les victimes peuvent se constituer partie civile par voie initiale auprès du doyen des juges d'instruction et la poursuite aura quand même lieu, même si le procureur ne veut pas poursuivre. Ce sont les 4 verrous de la compétence universelle en France qui nécessitent une mobilisation de la part de nous tous et qui constituent un petit peu le devenir, en quelque sorte, de la justice pénale internationale exercée par les juridictions nationales. Et donc à ce propos, le 6 septembre 2013, il y a le législateur, qui est le sénateur Jean-Pierre Sueur, qui a déposé justement une proposition de loi qui faisait sauter ces 4 verrous. Mais, comme ça se passe souvent dans les procédures législatives, au dernier moment, il y a eu un amendement qui a été déposé qui demandait le maintien, par contre, du verrou du monopole des poursuites par le procureur international. Donc Christiane Taubira est intervenue en séance, des discussions ont eu lieu, des promesses ont été faites, que peut-être c'était un débat qui devait s'améliorer pendant le temps de la transaction pour l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais il y a une petite déception par les ONG qui s'occupent de ce sujet, parce que jusqu'à présent, donc ça a été adopté en février 2012, la proposition de loi n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, alors que c'était une des promesses de campagne de François Hollande. Donc voilà un petit peu l'état des lieux de la justice pénale internationale, donc qui doit s'exercer au niveau international par les institutions pénales internationales, mais aussi au niveau national, au sein de chacun des États du monde qui mettent en place la compétence universelle. Et voilà, il faut une certaine mobilisation, d'où c'est l'un des objectifs de l'Association française pour la promotion de la compétence universelle. Donc ça, c'était le côté du volet législatif de la compétence universelle. Mais concrètement, la France est assez intéressante et elle est assez bonne élève dans l'application de la compétence universelle, puisque, je ne sais pas si vous avez suivi, l'année dernière, du point de vue judiciaire, il y a eu le premier procès de compétence universelle relativement à un dossier rwandais. C'était le dossier Pascal Simbikangwa, donc qui a été condamné. Et l'appel va vraisemblablement avoir lieu en 2016. Et les prochains dossiers de compétences universelles rwandais vont aussi arriver, puisque notamment je travaille sur un dossier qui va être porté en institution devant la Cour d'assises de Paris en avril, mai, juin prochain. Donc c'est une réalité. C'est pas un mythe, il y a des poursuites qui ont lieu. Mais voilà, il faut rester vigilant et il faut toujours, comme tous ces vœux pieux de justice pénale internationale pour des crimes qui heurtent la conscience de l'humanité, il faut rester vigilant et être toujours mobilisé pour perfectionner ce qui existe déjà et prendre bilan de ce qui se passe moins bien ou de ce qui se passe, de ce qui se passe bien. Et une dernière petite référence peut-être au niveau de la compétence universelle, c'est qu'elle existe bien évidemment aussi en Espagne, en Belgique, en Norvège, en Suède. En ce moment, vous verrez, il y a plein de procès qui sont en train d'avoir lieu, mais aussi, surtout en ce moment, un grand dossier de compétence universelle qui est en train de se dérouler donc, au Sénégal, où le dictateur, le premier dictateur Hissène Habré est en train d'être jugé aux Chambres africaines extraordinaires du Sénégal, qui est donc une institution de la compétence universelle. C'est l'exercice de la compétence universelle sur le sol africain. Il ne faut pas oublier que la Cour pénale internationale, elle peut être saisie de 3 façons. Elle peut être saisie par les États membres, donc qui ont signé et ratifié la Cour pénale internationale, par le procureur international de façon proprio motu,
de sa propre initiative, et par le Conseil de sécurité avec une résolution de l'Organisation des Nations Unies. Et bien pour la plupart des cas qui sont traités actuellement sur les dossiers africains à la Cour pénale internationale, il faut savoir que ce sont les États africains eux-mêmes qui ont transféré leurs dossiers à la Cour pénale internationale. Donc c'est pas, à première vue, on peut penser, oui, il y a une grande proportion de pays africains qui sont visés par la Cour pénale internationale, mais c'est pas du fait de la CPI proprio motu, mais c'est les États africains, soit parce qu'ils n'avaient pas la volonté politique de le faire, soit parce qu'ils n'avaient pas la capacité de mener à bien ces poursuites, ont saisi la Cour pénale internationale pour qu'elle s'occupe de ces affaires-là. Donc tout de suite, ça modère un peu le propos sur le fait que la CPI serait donc une Cour pénale internationale. D'ailleurs, pour reprendre l'expression d'un dirigeant africain qui expliquait que la Cour pénale internationale était donc raciste envers les Africains. Donc non, puisqu'en réalité, il y a aussi, donc, comme vous l'avez d'ailleurs justement relevé, des examens préliminaires qui sont en train d'avoir lieu en Colombie, qui sont actuellement en Ukraine également, probablement aussi en Syrie, donc ça commence à couvrir. Mais il y a aussi, après c'est l'histoire du monde, l'histoire des peuples, il y a c'est vrai une grosse concentration de crimes internationaux qui sont commis en Afrique. Et ça, c'est une donnée qui n'est pas maîtrisable. Dans votre introduction, vous avez parlé donc du tribunal militaire de Nuremberg et aussi après donc, des tribunaux pénaux internationaux ad hoc qui ont été créés. Et donc se pose la question, quelle était la nécessité de créer une cour permanente donc, internationale alors qu'au final les tribunaux ad hoc, enfin bon, ça marchait plutôt bien, je sais pas, mais ça existait déjà quoi. Alors, c'est tout simple. C'est que les tribunaux pénaux internationaux ad hoc, comme le tribunal militaire international de Nuremberg ou de Tokyo, c'était des juridictions, des institutions qui étaient créées pour un fait spécifique, sur une période spécifique et sur des crimes spécifiques. Alors que la spécificité de la Cour pénale internationale, c'est qu'elle est permanente. Donc c'est pour, par contre, tous les crimes qui ont été commis antérieurs à 2002, enfin postérieurs à 2002, et qui s'appliquent donc peu importe le pays, voilà. C'est la grande distinction où, par exemple, le tribunal pénal international du Rwanda n'était compétent que pour juger les crimes qui ont été commis lors du génocide à partir de 1994. Donc c'est limité dans le temps, dans le lieu et dans l'espace. C'était l'une des énormes avancées de la Cour pénale internationale, c'est que enfin la victime a eu un statut. Mais le statut, il est moi, je le considère pas encore satisfaisant. Mais vous disiez comment la victime. Effectivement, il est préférable pour elle de se réunir en association qui ait plusieurs victimes, parce qu'encore une fois, la CPI a la compétence que pour les principaux responsables. Les principaux responsables, ça implique une échelle de la gravité des faits, une échelle du nombre de victimes potentielles touchées. Donc c'est effectivement la formule qui est la plus utilisée. Mais elle va pouvoir rentrer dans la saisine de la CPI par le fait qu'elle peut déposer des communications quand le procureur va pouvoir agir proprio motu. Donc c'est par ces communications qui sont adressées au procureur, qui seront donc au bout d'un moment considérées comme assez sérieuses, non contestables, qui ont une base raisonnable, alors le procureur décidera d'ouvrir une enquête. C'est ça toute la force en fait de la possibilité de la saisine de la CPI par le procureur proprio motu, de sa propre initiative. Si effectivement la Palestine a ratifié donc, le statut de la Cour pénale internationale et la procureure Fatou Bensouda a été amenée à répondre justement à justifier du lancement, de l'ouverture ou non d'enquête. Et la situation actuelle démontre qu'il n'y a pas assez de faits journalistes, de bases raisonnables pour pouvoir encore poursuivre. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir lieu. Mais encore une fois, le temps politique est différent du temps judiciaire. Ça, c'est extrêmement important à intégrer. Et c'est pas parce que tout de suite, concomitamment à ce qui se passe au niveau politique, il n'y a pas de suite judiciaire, qu'il n'y en aura pas du tout. C'est vraisemblablement les prochains dossiers, les prochains
aussi effectivement de la compétence de la Cour pénale internationale. Encore une fois.